podcast où toutes les marques du collectif racontent leur histoire. Salut tout le monde, on est sur le podcast Stories et aujourd'hui on a le plaisir d'accueillir Julie Terranova de Yay Paris qui va pouvoir nous faire voyager dans son monde aujourd'hui extraordinaire de bijoux et on a des tonnes de questions à te poser, ça va être passionnant. On est avec Mélanie aussi qui va pouvoir te poser des tonnes de questions. Bonjour. Ça va déjà, Bonjour, tu vas bien, je vois que tu as du beau temps avec toi, tu rayonnes. Oui, malgré les volets fermés, c'est dire. Oui, je suis dans le sud, du coup, dans mon sud natal. Julie, j'ai écouté beaucoup de podcasts de toi ces derniers temps et je te propose un exercice. Je vais te présenter et je vais inclure des erreurs dans ma présentation et tu vas me proposer une correction. Est-ce que ça te va ? Ouais. Tu t'appelles donc Julie. Tu viens du monde de la publicité. Tu as commencé chez Canal+. À l'époque, tu fais des bijoux par passion. Puis tu quittes ton job en 2014 car trop passionné, tu décides de te lancer. Tu fais l'école Boulle, qui est une des meilleures écoles en bijouterie joaillerie avec le Greta. Tu portes le bijou comme un tatouage qu'on n'enlève jamais. Intime qui participe à la construction de ton identité. Tu fais des bijoux créatifs, accessibles et artisanaux. Et tu aimes particulièrement l'artisanat et le tissage. Tu es maman de 5 enfants et tu as 26 ans. C'est ambitieux comme présentation. Tu m'as fait un peu peur d'ailleurs avec cette fin de présentation. Alors, je n'ai qu'un enfant et c'est déjà pas mal. Et j'ai déjà 35 ans de carrière de vie derrière moi. Voilà, pour les deux petites erreurs qui se sont glissées dans cette présentation. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus ce qui t'a motivé à te lancer en 2014 dans cette aventure ? Oui, alors c'est marrant parce que l'expression se lancer, moi je l'ai pas forcément vécu comme ça. Comme tu l'as dit, je faisais des bijoux par passion, le soir, la nuit et le week-end. Et puis mon entourage a commencé à vouloir en acheter, mes collègues, mon cercle proche. Et du coup, cette passion était un peu dévorante en termes de temps. Et donc, au bout de quelques mois, je me suis dit, je préfère explorer mes temps de journée pour fabriquer ces bijoux, créer ces bijoux, et explorer mes soirs et week-ends pour un travail alimentaire plutôt que l'inverse. Et du coup, j'ai décidé de simplement inverser la tendance en termes de temps, en fait. Donc, voilà, je ne l'ai pas vécu comme un grand lancement, je me jette dans le vide, mais plutôt comme j'ajuste mon quotidien pour qu'il me convienne davantage. Tu restes pendant assez longtemps seule, 6 ans, c'est ça ? Oui, Et alors seule, mais aidée voilà, d'expertise à travers des freelances qui participaient au projet. C'était en quelle année que tu commences à basculer 2000, vers le virage entrepreneurial ? 2013. 2013. Fin 2013. Tu as connu une grosse croissance, à peu près tu doubles ton chiffre d'affaires à peu près tous les ans. Tu C'est restes ça. longtemps DNVB, donc tu restes très longtemps en ligne, juste avant de décider d'ouvrir ton premier magasin. Comment ça s'est pris cette décision de te lancer dans le retail ? Ouais, de manière assez naturelle, c'est-à-dire que au bout de 4 ans, je pense, d'expérience, j'avais ouvert un concept store dans le 9e où je vendais d'autres créateurs et j'avais en arrière-boutique mon petit atelier. Et puis, j'ai passé 3 ans dans cette configuration. Et puis, au bout de 3 ans, c'était trop petit pour accueillir les personnes qui venaient à la fois fabriquer, préparer les commandes et puis mon matériel, on va dire. Et du coup, j'ai cherché un nouveau lieu et j'ai trouvé une boutique dans le Marais qui avait la qualité d'avoir un premier étage de 45 mètres carrés. Et c'est comme ça que je me suis dit, allons-y, c'est génial d'avoir une boutique en propre, j'adore. Mais je cherchais des bureaux quoi, à la base. Donc là, j'avais la boutique et les bureaux. Donc en 2020, j'ai ouvert la première boutique YAI dans le Marais, rue Pastourelle. D'accord, alors du coup, presque un hasard. Du coup, comment ça se passe, cette ouverture ? T'es surprise du lancement ? Tu fais un business plan ? Comment tu fonctionnes, du coup ? Comment tu gères ce projet ? Alors là, en fait, c'était génial parce que c'était pendant le confinement, du coup. Mars 2020, confinement. J'avais plus ou moins, je crois, signé déjà la boutique.
Oui, c'est ça. Et on attendait la levée du confinement pour commencer les travaux. Du coup, j'ai eu tout le confinement pour mûrir, on va dire, le projet, le concept visuel. Et là, j'ai rencontré quelqu'un via Instagram, Fanny Ménoré, qui était archi d'intérieur et qui avait fait plein de projets. Bref, j'ai beaucoup aimé ce qu'elle proposait et on a construit ensemble le concept visuel de Yai. Du coup, c'était super cool, enfin une nouvelle aventure. Et dès lors que le confinement a été levé, on a commencé les travaux et on a ouvert en juillet 2020. Et alors comment je l'ai vécu, bah, c'était super. Je pense que j'avais fait un business plan pour la banque, mais j'avais pas d'énormes attentes parce que bah, j'avais pas d'expérience, donc je savais pas trop à quoi m'en tenir. Et sauf que on ouvre en juillet et puis décembre, bah, c'est Noël, le plus gros mois de l'année pour nous. Donc oui, on a été vite submergés par tout, quoi. Les commandes, le besoin de stock qu'on n'avait pas forcément envisagé. Enfin, c'était un peu un cataclysme Noël 2020, mais enfin, dans le bon sens, quoi. Donc du coup, c'était pas vraiment prévu dans la stratégie à la base. T'avais pas dit dans ma stratégie, un jour j'ouvrirai un magasin, ou c'était vraiment le pur hasard où tu te dis, ok, bon bah ça arrive maintenant, ça arrive un peu plus tôt dans mon plan. Oui, bah non, mais moi j'avais pas. Enfin, la particularité, je pense, de mon business, c'est que j'avais pas de stratégie, j'avais pas de business plan. Je me suis vraiment laissée guider par à la fois mon envie, ma passion de proposer bah, les bijoux comme tu as décrit, donc des bijoux intimes qu'on porte sur soi, qui soient accessibles, créatifs et artisanaux aux clients. Donc ça, c'est vraiment ce qui me guide. Et puis derrière, je suis très à l'écoute bah, des retours clients et puis des ventes qui sont une forme de retour client. Et c'est comme ça que bah, j'ai grandi pendant plusieurs années, mais j'avais pas de stratégie vraiment clairement définie. Et puis comme j'étais seule, c'était pas forcément nécessaire. Ça a commencé à l'être quand j'ai commencé à recruter. Ouais, du coup, c'est à peu près, ça coïncide avec la période où tu commences à recruter. Ouais, c'est ça. Bah, début de confinement, j'ai mon premier CDI qui arrive, responsable de production. Et ensuite, quand on ouvre la boutique, bah, le staff boutique, et puis s'ensuit, je crois qu'on avait commencé par responsable logistique. Et après, c'est 2021 où on passe de 3-4 salariés à 30 en 6 mois. Waouh. Ouais, ça, c'est une autre Sacré aventure. challenge. Cette première boutique, du coup, ça te donne envie d'en ouvrir d'autres. C'est à ce moment-là que tu te dis, pourquoi pas étendre l'aventure. La première boutique, du coup, c'était 2020. Et après, quand j'ai repris le développement retail, c'était en 2022, où j'ai ouvert 3 autres boutiques. Mais oui, je trouve l'expérience très chouette. Enfin, j'avais déjà un lieu avant, mais là, c'est vraiment un lieu à l'image de la marque. Et puis, rencontrer les clients, les voir déambuler et découvrir les collections. Enfin, pour moi, c'est vraiment l'essence même du retail, quoi. C'était super de découvrir ça. Ouais. Et du coup, dans cet essor, comment vous avez fait pour pouvoir produire davantage de bijoux tout en respectant les lignes que vous vous étiez données dans la qualité et dans la philosophie de tes bijoux? Ben, en fait, c'était le vrai challenge sous-jacent à ce développement, c'était la production. Comment tu fais sur une méthode de fabrication qui est 100% artisanale, donc vraiment, il n'y a aucune industrialisation. Le bijou est toujours fabriqué en pièces uniques, c'est-à-dire de A à Z par un bijoutier envoyé au client, et puis on recommence à zéro. Il n'y a pas il y a pas d'optimisation, on va dire. Donc, comment tu fais quand tu as une méthode de production ainsi de scaler, en fait? Enfin, ça paraît. Moi, c'est ça qui me terrifiait. Je me disais, mais comment? Enfin, je ne pouvais pas justement avoir une stratégie de croissance et connaître, parce que je l'ai créé, toute cette fabrication. Enfin, vraiment, ça me terrifiait. Et c'est là que j'ai rencontré du coup mon associé, Sébastien Lucas, qui est ingénieur de formation et entrepreneur et business angel. Et du coup, ce défi-là lui a plu et il m'a dit si, c'est possible, on va y arriver. Et là, voilà, on a construit tout le système d'info qui a permis de scaler notre fabrication artisanale et de créer un atelier en fait de toutes pièces à Paris, puisqu'avant je travaillais avec des bijoutiers freelance. Et c'est en 2021 qu'on a décidé de créer notre atelier en interne, donc salarier tous les bijoutiers et toutes les fonctions support
d'un atelier. Et du coup, vous avez quand même un positionnement prix qui est plus qu'abordable sur vos produits. Comment vous faites pour pouvoir faire ça en France et garder cette compétitivité? Il y a plusieurs axes pour garder cette compétitivité et accessibilité qui est en fait indispensable sur le marché de la bijouterie fantasy. Parce qu'aujourd'hui, c'est le marché dans lequel on évolue. Et il y a beaucoup de concurrence et peu de personnes fabriquent en France et du coup les coûts de fabrication sont très faibles pour nos concurrents. Et pour autant, pour nos clients, comme le Made in France, c'est pas non plus la première intention d'achat, enfin, le premier Oui, facteur d'achat. Bah, on se doit de rester compétitif sur un rapport qualité-prix et voilà. Donc nous, on le prend vraiment le Made in France comme un engagement, c'est-à-dire on le fait oui, pas payer aux clients. C'est notre engagement éthique et notre mission en tant l'ADN. qu'entreprise. Mais voilà, sur le rapport qualité-prix, on est concurrentiel, enfin on est Oui, compétitif par rapport à nos concurrents. Bref, et comment on fait? Donc plein d'axes, comme je te disais, ça commence au design. Le design des produits est fait en sorte que notre fabrication est ce que j'appelle la chorégraphie de fabrication, parce que chez nos bijoutiers, c'est que des gestes. Il n'y a pas, encore une fois, d'industrie. Donc, la chorégraphie du bijou soit la plus fluide possible pour minimiser les temps de production et minimiser aussi tout ce qui est défectueux, tout ça. Ensuite, bah, il y a ce qu'on appelle l'excellence opérationnelle. Alors, on est loin d'être excellent, mais on est dans cette logique d'amélioration continue de la production. Donc, encore une fois, améliorer les gestes de production, réduire les défectueux, simplifier dès qu'on le peut la chaîne de production. Voilà, quoi. C'est ça qui fait qu'on arrive à avoir. Enfin, je pense qu'il y a plein d'autres choses que je cite pas, mais c'est les deux axes principaux mm, qui nous permettent de rester accessibles. Et ensuite, il y a les matières premières. Là, on subit un petit peu plus oui. les employés du cours de l'or, etc. Mais on essaye d'avoir des relations avec nos fournisseurs qui nous permettent de faire au mieux. Voilà, encore une fois, en termes de rapport qualité-prix. Et ensuite, le fait d'avoir intégré toute la chaîne de production, donc en interne, que ce soit la création, fabrication, logistique, etc., bah, ça a l'avantage de faire qu'on maîtrise nos marges et donc qu'on a un peu plus de flexibilité aussi Mm. pour faire des arbitrages à gauche, à droite, pour garder des prix de vente compétitifs. D'ailleurs, sur cette partie du coup marge, tu arrives quand même à financer du coup des boutiques en propre et à Paris où tu as des charges qui sont justement très élevées, mais aussi des revendeurs, tout en étant justement responsable Made in France. Donc en tout cas, bravo. Et c'est quoi aujourd'hui le canal qui marche le mieux, qui est le plus simple? C'est boutique en propre ou c'est revendeur? C'est pas la même chose? Bah, chacun a ses avantages et inconvénients. Euh, La boutique en propre, moi, j'aime beaucoup parce que tu maîtrises tout, encore une fois, de A à Z, l'expérience, le design du lieu, l'accueil client, enfin bon, tout ce que tu mets dans l'expérience client au final. Euh, et ça, c'est hyper important pour l'expression de la marque euh, et la fidélité du client. Et justement, comme on a des messages forts à faire passer au client, bah, j'aime bien maîtriser cette partie-là. Sur un réseau de revendeurs, c'est plus compliqué parce qu'évidemment, les revendeurs, ils peuvent avoir 50 marques, 100 marques. C'est compliqué pour eux de maîtriser tous les arguments de chacune des marques. Donc, de ce point de vue-là, c'est plus compliqué. Après, d'un point de vue financier, c'est sûr que le retail, c'est très consommateur de cash. Et donc, dès lors que tu mets le doigt dans le retail, bah, il faut avoir une gestion budgétaire très, très enfin, une hygiène budgétaire très stricte parce que ben, ça peut te coûter très cher. Voilà, un mois mal géré où tu fais pas les perfs, etc. Donc, bah, tu rentres dans une logique où tu mets ta casquette DAF, ce qui n'est pas ma casquette préférée. Voilà. Mais bon, enfin, si je compare, je fais les plus les moins. Les revendeurs, bah, c'est aussi une gestion du cash un peu. Enfin, nous, on est monté à 200 revendeurs l'année dernière, je crois, l'année d'avant, je me souviens plus. Mais en tout cas, on a fait un peu retour arrière parce qu'en fait, c'est aussi très consommateur de cash parce que tu produis en amont pour ces 200 revendeurs. La marge est très faible. Donc, pour un atelier voilà, comme nous qui fabrique de manière artisanale en France, bah, euh,
c'est vraiment un gros investissement d'avancer la prod pour 200 boutiques et ensuite se faire payer selon les conditions de paiement des uns des autres parce que bon, ben, c'est les clients, donc voilà, tu négocies toujours un peu et avec du recouvrement parce que chacun a ses difficultés, etc. C'est aussi compliqué, quoi, en termes de cash. Donc bon, les deux sont, à mon sens, il faut un peu des deux dans un bon équilibre. Voilà. Et chez les revendeurs, les fourchettes de marge, c'est quoi à peu près? C'est x2, x3? Bah, nous, on propose 2,5 de marge entre le prix de vente public TTC, le prix hors taxe, prix d'achat hors taxe. C'est assez classique sur le marché. Ouais, ce qui te laisse vraiment pas grand-chose pour financer une production Made in France, quoi, de ton côté. Et avancer la trésorerie, Voilà. etc. quoi. Et le recouvrement. Mais ça te permet d'atteindre des volumes parfois qui sont nécessaires. Ouais, tout à fait. Tu as participé il y a quelques mois à un podcast avec Laetitia Lamary du Café du E-commerce. Oui. Et dans ce podcast avec Laetitia, qui d'ailleurs je salue au passage, elle t'avait posé une question en te demandant si à l'époque, elle avait l'impression que tu étais satisfaite et que tu arrivais à raconter l'histoire que tu voulais sur ton site en boutique. Et tu lui avais répondu à l'époque que non, c'était pas vraiment le cas et que tu trouvais que ça manquait un peu d'ADN. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez réussi à avancer sur ce sujet et à faire évoluer les choses en fonction de ce que toi, tu souhaites? On évolue, heureusement, en permanence, mais on n'est toujours pas au résultat attendu. Mais une marque, c'est vivant. Elle repose sur plein d'humains qui s'engagent et s'investissent au service du projet. Et du coup, là-dessus, tu essayes de mettre des rituels, des process, de formaliser un peu tout ce qui pourrait définir la marque. Donc, on a avancé, notamment, j'ai refait la plateforme de marque pour essayer d'uniformiser justement la vision de chacun dans l'entreprise de la marque. On a déjà évolué sur les discours de vente, etc. Mais non, on n'est pas encore à l'objectif. Après, il y a des choses qui demandent des investissements, comme l'identité visuelle des boutiques. Si on veut les réaligner un petit peu et les upgrader, c'est un bon ticket. Donc, pour l'instant, c'est pas d'actualité. Et le site, pareil, on a revu ce qu'on pouvait, mais idéalement, il faudrait une petite refonte du site. Et même dans le parcours d'achat sur le site, j'ai des petites envies pour correspondre un petit peu mieux à la proposition de valeur de la marque, mais tout ça demande du développement, donc c'est pas pour tout de suite. C'est pas la première fois, mais c'est assez rare que je rencontre des dirigeants qui ont cette sensibilité aussi extrême sur la volonté de raconter son histoire, que ce soit sur le site et surtout en boutique. C'est quelque chose qu'on constate, nous, depuis très longtemps, cette difficulté de raconter ces histoires qui sont puissantes dans des magasins. Donc, je salue que tu sois soucieuse de ce problème-là. Je trouve que c'est un bon problème. Et tu vas trouver, je suis sûr que tu vas trouver. Je suis sûre aussi, à force de chercher, on trouve, mais c'est vrai que le processus est long. Et quand on a envie un peu forcément, quand tu es une marque, tu as envie d'être unique et te distinguer par rapport aux concurrents, etc. Enfin, même si je les regarde pas au quotidien, mais je sais qu'on a une proposition de valeur qui est assez unique et tout l'enjeu, c'est de la faire parvenir aux clients parce que sinon, c'est un peu dommage, quoi. Donc, on va y arriver, mais ça demande du temps. Je fais une petite parenthèse, je vois que tu portes plein de bijoux. Je sais que j'ai l'impression que vous avez inventé des formes de bijoux dans des systèmes de boucles d'oreilles escalade, des bijoux de corps, etc. Ouais. Vous les avez inventés Alors, moi, j'adore. Mon inspiration première, c'est le corps. Donc, c'est de me dire comment sur ce corps, exactement comme un tatouage, je vais venir décorer cette petite partie du lobe qu'on n'avait pas soupçonné, ou le buste, ou le dos, etc. Et donc, je me dis, là, par exemple, tu vois, je me dis, ça serait trop cool d'avoir un bijou d'épaule. On voit tellement les épaules l'été, j'aimerais trop avoir des petites chaînes qui courent. Enfin, voilà. Donc, l'inspiration, ça vient de là. Et en effet,
Bah, du coup, ça fait 10 ans que voilà, je suis assez prolixe sur les formes de bijoux. Et oui, on a inventé des bijoux. Bon, après, tu n'inventes jamais rien. Enfin, ça existe toujours un peu quand tu cherches hein, dans certaines cultures, etc. Donc, je suis au courant de ça. Mais en tout cas, dans les portées occidentaux, on va dire, il y a Mm. des formes de bijoux qui existaient plus trop ou pas trop, voilà, qu'on a remis au goût du jour. Et bah, par exemple, il y a 10 ans, on avait commencé à faire ces petites boucles d'oreilles qui remontent sur l'oreille, qu'on a appelé climber. Aujourd'hui, ça se fait plutôt dans les marques, on va dire. Mais il y a 10 ans, ça se faisait pas trop et c'était vraiment, les clientes, elles rentraient en boutique, elles disaient, ah ouais, c'est trop original. Elles l'essayaient, elles repartaient avec, elles pouvaient pas repartir sans. Là, en ce moment, bon, pareil, les bijoux de main, on les a pas du tout inventés, hein, mais on essaye d'être originaux sur la forme, la finesse aussi, des bijoux de main élégants parce que c'est plutôt inspiration années 2000, donc c'était plutôt des gros bijoux, enfin voilà, ou bien inspiration plutôt méditerranéenne, orientale, et donc du coup là c'est d'en faire un bijou qui soit très mode, très parisien, ou enfin voilà, qui se porte assez facilement avec toutes les tenues. Donc ça c'est vraiment notre best actuel. Bijoux de corps aussi, ça fait 10 ans que j'en fais et ça commence à être assez best-seller. Donc ça y est, on commence à l'adopter en France. Donc c'est cool. Voilà. Des idées de cadeaux pour Noël, du coup, si vous nous entendez. Hein. Et aujourd'hui, c'est encore toi qui dessines toutes tes gammes? Moi, je donne beaucoup d'intentions. En fait, j'ai 2 personnes qui travaillent avec moi sur le Mm. développement. Il y en a une qui est plus orientée savoir-faire. Donc, chez nous, tout part d'un fil. Donc, c'est l'art du fil. Donc, elle cherche avec le fil les types de tissage, voilà, de broderie, enfin, voilà. Elle cherche des techniques. Donc, c'est plus développement savoir-faire. Et il y en a une qui est plus développement collection. Et en fait, voilà, j'ai ces 2 talents qui travaillent avec moi pour révéler un petit peu ce que j'ai envie de dire par collection. Et on travaille vraiment ensemble. Après, j'ai souvent des envies, et que ce soit couleur, forme, voilà, bijoux en particulier. Et elle développe des mood boards, etc., pour cadrer mes intentions et ensuite les bijoux. Je fais peut-être une erreur, mais j'ai cru lire à un endroit que les bijoux que l'on portait de Yai Paris, on pouvait ne pas les enlever et les garder continuellement. C'est pas une erreur. C'est pas une erreur, hein. C'est pas une erreur. Bah, du coup, comme je vous disais, mon inspi, c'est le corps, le tatouage, les bijoux intimes. C'était hyper important pour moi, et depuis le début, que ces bijoux, tu puisses les porter au quotidien sans jamais les enlever. Sinon, bah, c'est pas un tatouage, hein. Et donc, du coup, j'ai cherché un matériau qui remplisse ces conditions, donc résistant au quotidien, à l'eau, etc. Et c'est là que j'ai trouvé, du coup, aux États-Unis, l'or laminé, qui est un alliage plus ou moins de laiton et d'or. L'or est apposé mécaniquement à chaud sur du laiton. Et en fait, c'est une couche très épaisse d'or qui représente un 20e du poids du bijou, et qui est faite de manière à ce que ça résiste super bien à l'eau, etc. Et donc, c'est la chose la plus résistante que j'ai trouvée, mis à part l'or 18 carats, Mm. quoi, on va dire, enfin, l'or Oui. classique. Mais donc, c'est des bijoux qui résistent très, très bien à l'eau. Donc, moi, je les enlève jamais. Ça reste doré. Voilà, ça vit très C'est bien. génial, parce qu'en fait, en Et général, on les ouais. pose de côté, on les enlève et puis on Mm. les remet pas forcément, donc c'est génial pour les femmes. C'est vraiment un Oui, ben différentiel. moi, c'était vraiment le no-go, quoi, de devoir enlever ces bijoux, parce que j'en porte plus de 60 sur moi. J'ai Ah pas le oui, temps, hein. Ouais, non, j'ai pas le temps d'enlever mes bijoux. 60 bijoux à Voilà. enlever pour la douche, c'est compliqué. Ah non, ouais, c'est pas possible. Non, puis c'est vraiment la Oui. promesse de ces bijoux-là. Donc voilà. Et en 10 ans, on n'a pas de retour de qualité sur la dorure ou quoi que ce soit. C'est vraiment ça un point fort. Et tu dors aussi, du coup, avec. Tout à fait. Eh ben, J'ai même 60 bijoux. accouché avec mes bijoux. Ah ouais, génial. Ah, mais tu incarnes vraiment, mais entièrement, du coup, tes valeurs, à ce que tu as créé, quoi. Bah oui, oui, je suis la première cliente. Eh ben, cette histoire, elle a de la puissance, tu vois. Elle a énormément de force. Et tu fais des tutos aussi qui sont géniaux. J'ai vu quelques Ah oui? tutos sur Instagram. Oui, c'est vrai.
sur comment ne pas emmêler ces 4 ou 5 chaînes que tu portes autour de toi. Ah oui, J'ai regardé ça. oui, oui, bah, c'est des questions qui se posent, hein. Ah ouais, ouais, et c'est vrai que la force de ces tutos, l'histoire que t'apportes, en tout cas, c'est hyper important. Ça a vachement de sens dans un achat. Aujourd'hui, on n'achète pas qu'un bijou, en fait. On achète aussi une histoire, des valeurs, etc. J'espère en tout cas que quand tu vas arriver à Lille, on va arriver à raconter cette histoire du mieux qu'on peut. Tu peux nous en dire un petit peu plus Eh d'ailleurs ben, de ce qui t'a motivé à venir à Lille? tu m'as raconté ce projet un petit peu fou de justement réussir à apporter l'histoire au client, à lui faire vivre. En fait, ce qui est important pour moi aussi, ce que j'essaye de retranscrire dans les bijoux, c'est l'aspect sensoriel. Pour moi, un bijou, il n'est pas seulement beau. Bien sûr, il doit être beau et faire plaisir à l'œil, mais il doit être agréable au toucher. Tu vois, quand je remue un peu mes bracelets, ça fait du bruit. Et c'est un bruit qui m'est hyper familier. Euh, enfin, voilà, c'est des bijoux qui sont très sensoriels et qui m'embarquent et dans lesquels je me sens bien. Et donc, tu m'as dit, on veut faire vivre une expérience au client, voilà, je sais plus si tu as employé cette expression, mais dans ma tête, en tout cas, qui embarque l'essence. Parce que tout de suite, j'ai imaginé qu'on pourrait lui donner justement accès au bruit de l'atelier, Ouais, des choses comme ça. c'est Et, vrai. et du coup, bah voilà, ça m'a séduit. Et je me suis dit, ça serait hyper cool. Enfin, nous, ce qu'on n'arrive pas à faire en boutique, bah, je serais ravie de pouvoir réussir à le faire avec votre expertise. Ça me ferait une super expérience et de voir quel effet ça pourrait faire sur nos clients potentiels. Et voilà, c'est comme ça que j'ai atterri dans ce projet. Eh ben, en tout cas, déjà, ce podcast va y participer et on va s'arracher pour vraiment trouver la meilleure manière de raconter cette histoire, l'essence, comme tu dis, les bruits de l'atelier, le bruit des bijoux. Il y a déjà beaucoup de matière sur ton Instagram. Peut-être une bonne transition d'ailleurs pour parler un petit peu de ça. Je voudrais qu'on parle un peu de ton Insta. Parce que même si c'est un podcast qui est très retail, son nom c'est Stories. Et on va Ouais. parler, et on aime bien raconter les histoires qu'on voit pas justement en magasin, derrière les bijoux, tu vois. Et sur ton Insta, du coup, tu racontes beaucoup d'histoires. Tu racontes des histoires depuis 2013. Quasiment un post tous les 2 jours depuis 2013. C'est toi qui faisais tout au début, encore aujourd'hui, ou tu te fais un petit peu aider? Oui, il y a eu plusieurs phases. Il y a eu des phases où j'ai complètement délégué, d'autres à moitié, tout ça. Aujourd'hui, non, c'est moi qui fais tout. Et au début, c'était moi qui faisais tout aussi. Voilà. Quel Et au milieu, travail! pas trop. Quel travail, n'empêche, c'est impressionnant et quel acharnement parce que ça a mis quand même quelques temps à prendre, hein. Tu te souviens du moment où Mhm. est-ce que tu as été découragé un moment ou jamais? Qu'est-ce qui te faisait tenir au début? Tu veux dire par la percée sur Instagram ou la percée de la Ouais, marque vraiment tout le court? tout début, quoi, la perceuse sur Insta. Moi, je j'ai jamais été découragée parce que justement, je me suis jamais fixé d'objectifs incroyables. J'ai fait, je me suis exprimée. J'étais déjà émerveillée de voir que peut-être 8 personnes likaient mes posts, tu vois, Ouais, 8 personnes que je connaissais pas likaient mes posts et je trouvais que chaque jour j'avais une bonne nouvelle en fait, quelqu'un qui venait me contacter pour quelque chose et je me disais waouh, c'est incroyable et d'opportunités, de possibilités. Donc j'ai toujours été très positive, même si je pense que le résultat n'était pas dingue, mais bon, à la hauteur de mes espérances du coup, du moment. Et voilà, je trouve que c'est plus dur aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, euh, il y a vraiment la loi d'Instagram. Une marque, en plus, elle existe un peu que sur Instagram. Enfin, tu as les boutiques qui sont un relais d'existence pour la marque, Mm. mais pour une marque comme moi, je fais pas de presse, je fais pas d'affichage. Enfin, voilà. Donc, en fait, mon territoire d'expression et d'existence, c'est les réseaux sociaux. Et donc, du coup, là, c'est un peu plus dur de te dire que maintenant, avec toutes les mises en avant, enfin, c'est un peu cacophonique, je trouve, Instagram, et c'est un peu plus dur d'émerger tout en gardant ton authenticité, parce que tu es obligé, en final, de répondre au code d'Instagram. Alors qu'au début, je trouvais que c'était le début, hein, mais c'était plus naturel, pour moi, du moins. Donc voilà. Je trouve que c'est plus dur aujourd'hui pour répondre à ta question. Je suis pas découragée, mais
je cherche encore ma forme d'expression pour convenir à la fois aux prérequis d'Instagram et à la fois à ce que j'ai vraiment envie de dire et de proposer quoi, à nos clients. Je me rends compte que je pense que j'ai mal posé ma question. En fait, j'ai remarqué que il y a pendant 2 ans, tu avais effectivement 8 à 10 posts enfin 8 à 10 likes par post et tu postais quand même tous les jours. Ouais, Pendant encore 2 ans après, tu es passé à 50 c'est long 4 ans, tu vois. Il faut une patience, ouais. etc. Et c'était ça la question. Comment tu as fait pour garder ton courage pendant 4 ans parce qu'en fait, c'est de la récurrence, le succès d'Insta. Et aujourd'hui, tu as comme des posts qui Ouais, font 1500 likes. C'était pendant le ouais, Covid. ouais. Ouais, non, mais c'est comme je te disais, moi, pour moi, c'est déjà super, en fait, d'avoir, d'avoir 8 likes ou 50. J'étais contente avec ça, quoi. Ouais. Le secret, c'est peut-être l'ego, hein, c'est peut-être justement se dire, bah, je fais pas ça pour avoir des likes, en fait. Je fais ça, je propose quelque chose. Si ça plaît, c'est cool, je continue. Si ça plaît pas, bon, peut-être j'arrête. Mais pour moi, c'était pas le signal. J'avais pas zéro. Mmh. Ça progresse. Tant que ça progresse, ça me va. En tout cas, il est très chouette et très agréable. Et je pense que ça ressort énormément. C'est en fait, tu mets au centre ta passion, tes bijoux, etc. Je pense que c'est pour ça. Enfin, maintenant, tu fais des posts, tu as jusqu'à 100 commentaires, 200 commentaires. Parce que on sent que c'est pas une prise de tête et que c'est pas fait pour ça, quoi. On sent que c'est vraiment Mm. ta passion qui parle en premier. Dans une aventure entrepreneuriale, on a souvent des rencontres qui marquent un peu nos histoires, enfin, l'histoire d'entrepreneurs ou des histoires de notre marque ou de notre entreprise. Est-ce que toi, tu as vécu ça à un moment donné dans Yay Paris? Oui, bah moi, c'était vraiment, comme je vous ai raconté, mon point bloquant, c'était cet artisanat at scale. Donc, j'avais peur de la croissance. J'y allais, je serrais les fers comme ça. Je dis non, non, je veux pas, je veux pas. Et, euh, et donc, du coup, c'est la rencontre avec Sébastien, voilà, qui m'a permis de décloisonner ces sujets et puis d'adresser vraiment un projet entrepreneurial et de croissance. C'est ça qui a changé la trajectoire de Yai. Parlant de cette croissance, quel a été l'effet du retail sur cette croissance? C'est anecdotique, beaucoup, très beaucoup. Enfin, comment tu mets, tu vois, par rapport à avant retail, après retail, comment ta courbe de croissance elle a été influencée? Très, très beaucoup, je dirais. Pour moi, je l'explique avec plusieurs raisons. D'une part, je trouve que, comme vous l'avez spoté, donc marché très concurrentiel, beaucoup de marques, des NVB, avoir une présence physique dans le quotidien des gens, ça fait la différence d'un point de vue crédibilité de marque et puis expérience. D'autant plus sur du bijou où tu as quand même envie, un bijou sensoriel, de le toucher, de l'essayer, etc. Euh, donc, je trouve que c'est vraiment un relais de croissance un peu indispensable pour moi, en tout cas dans l'histoire que je veux raconter sur Réseau Retail. Et par ailleurs, plus factuel, plus data, une boutique, c'est de l'acquisition de nouveaux clients parce que bah, les gens passent devant, ils achètent et voilà. Et voilà, c'est un relais de croissance par rapport à l'acquisition de clients sur les réseaux sociaux, etc. Donc c'est important d'avoir un équilibre là-dessus, quoi. Est-ce que si je te pose des questions sur la data, si par exemple en termes d'acquisition, tu as une idée à peu près de combien une boutique fait d'acquisition de nouveaux clients? Il y a beaucoup de DNVB qui ont des stats là-dessus. Est-ce que c'est des choses que vous regardez? Oui, mais en nombre, je ne sais pas te dire, mais en fonction des localisations, la boutique, elle a entre 50 et 80% de nouveaux clients. Ah ouais, jusqu'à 80%. Mm. Alors tu vois, Mm. c'est des chiffres qu'on a souvent. Il y a beaucoup de DNVB qu'on interroge sur les mêmes datas et c'est souvent entre 50 et 60. C'est la première fois que j'entends un chiffre aussi important, 80%. Bah oui, oui, parce que quand tu es dans des lieux juste de passage où il y a beaucoup de tourisme, voilà, c'est pas un lieu de destination pour nos clients. Nos clients, majoritairement, ils vont dans la boutique historique et puis si ça les arrange mieux, ils vont aller du côté de Charonne, mais des lieux comme Abbesse ou Vieille du Temple, il y a beaucoup de nouveaux clients, quoi. Aujourd'hui, tu es dans le Marais, à Montmartre et Ouais. Bastille. C'est des boutiques de destination où tu as choisi les quartiers parce que touristique, bijoux, etc. Comment tu as choisi ces lieux en fait? Bah, chaque lieu avait un objectif différent. Et avant tout, j'ai choisi ces boutiques par opportunité sur le local.
Donc, qui est un bon équilibre entre bien placé et plutôt une bonne affaire économique. C'est jamais des très très bonnes affaires, le retail, mais bon, voilà, qui remplissait mes objectifs économiques. Mais après, en termes de clientèle, oui, il y a des boutiques qui sont plus orientées acquisition et tourisme, parce qu'on a une clientèle étrangère très affinitaire, notamment les Américains, mais aussi côté asiatique, on plaît beaucoup à la clientèle chinoise, avec le côté très fin, perle de culture, etc., ou Japon, Corée, enfin, clientèle asiatique. Donc voilà, on a positionné les boutiques un petit peu en fonction de ça. Et pour nos clients existants, oui, mais enfin, le Marais, ça convient plus ou moins à tout le monde. Il faudrait qu'on ait une boutique rive gauche pour vraiment convenir à tout le monde à Paris, mais bon, voilà, pour l'instant, ça n'a pas été fait. Et ensuite, il y aura la province. Et la province, oui, on target par rapport à nos volumes de vente sur le site internet Ouais. par ville. Parce que là, du coup, j'ai cru lire quelque part ou entendre dans un podcast que dans vos objectifs, il y avait la partie développement retail. Du coup, tu vises tes villes, donc si on lit entre lignes, en fonction des ventes sur le site et aussi en détail des villes, c'est ça? Et des opportunités. Voilà. Ouais, c'est ça. Après, les ventes sur le site, il y a le biais démographique. C'est sûr que les plus grandes villes, c'est là où on fait le plus de ventes, etc. Mais après, s'ensuit une petite étude locale, quoi. Il faut aller dans la ville, dans les rues particulièrement, voir l'offre locale, l'ambiance. Est-ce qu'on pense que notre offre peut correspondre à cette clientèle? Voilà, ça sera toute une petite étude terrain. J'aime bien poser cette question-là. Est-ce qu'il y a une erreur que tu as faite un jour, que tu aimerais partager? Une erreur que si tu avais une amie avec toi, tu lui dirais, écoute, j'ai fait cette erreur un jour, je vais te la raconter parce que je voudrais pas que tu la refasses. J'en ai fait plein, mais mon erreur business la plus grande, c'est de ne pas réussir à corréler les ventes et la dimension de notre capacité de production. Donc, toutes mes erreurs, elles sont un petit peu autour de cet équilibre qui est très difficile à trouver. Donc, un coup, tu vas investir sur le commercial et puis derrière, en fait, tu n'as pas la capacité de production, tu n'as pas ajusté suffisamment pour atteindre les objectifs, etc. Ou une somme d'erreurs fait que ça ne matche pas. Ou l'inverse, tu as bien travaillé ta capacité de production, mais du coup, tu es défocus sur la partie commerciale et du coup, tu te retrouves avec beaucoup trop de personnes à l'atelier et beaucoup trop de stocks et c'est très, très dur à gérer aussi financièrement. Donc, mon erreur principale, je pense, ça a été d'essayer dans un moment où on était en crise de production, donc trop peu de capacité de production par rapport à la demande, d'essayer d'ajuster ça par le prix avec des augmentations de prix et couper des références qui, pour nous, n'étaient pas intéressantes parce qu'on passait trop de temps à les fabriquer et c'était trop peu rentable. Et au final, on a déséquilibré toute notre offre. Et c'était cacophonique pour le client qui comprenait plus trop ah, mais pourquoi il y a plus ce bijou? Pourquoi ce bijou, il est passé à tel prix? Mais enfin, on s'est vraiment décorrélé, on va dire, du marché pour résoudre nos problèmes en interne. Et ça a été hyper préjudiciable sur nos performances commerciales. Donc bon, je dirais pas il faut pas faire, je dirais juste qu'il faut faire peut-être différemment et avec plus de sensibilité marché et client et sans trop se regarder le nombril, quoi. On a avec nous un petit orchestre, un orchestre un peu artificiel. Alors des fois il y a des trucs bien, mais des fois il y a aussi des trucs, voilà, on maîtrise pas tout. Il y en a qu'on n'a pas du tout écouté. Alors on a quand même écouté Allez, c'est parti pour la première. Tu entends? Passe une bague au doigt, à l'amour on y croit. Griffe de mode s'épanouit, joue Paris, cœur uni. Ces bijoux, oui, nous font rêver. Moment plaisant à savourer, je suis pris à Nice. Paris, son cœur léger, s'épanouit. Wow, oh, wow, que c'est beau. Les jouets, passionné de l'artisanat, savoir-faire et valeurs là-bas, petits bijoux, grand
passion, pure dévotion. Vieille Paris, délicatesse fine, moment d'or, destin saline. Aventure d'argent, pierre précieuse, chaque pièce rend la vie heureuse. Wow, oh. Wow, que c'est beau, les jouets, délicatesse poétique. À Paris, c'est magique. Alors, qu'est-ce que t'en penses pour l'instant? Le tube de l'été. Là, j'avais un peu peur du Yai Paris, parce que tu maîtrises pas comment il va le dire, quoi. Parce qu'il y a des styles après qui sont très différents. Vas-y. Elle s'appelle Julie, son cœur brille à Paris, à Paris, à Paris. Elle vit chaque jour avec passion dans l'amour. Passion pour l'artisanat, savoir fils ou une fille faire que des tu as? valeurs. Un fils. C'est Tiens, pas on va les jours danser nous avec, font alors. craquer. Ouais. Moment présent à partager. Non, Vieille Paris, le frère et la bijou le frère de de mode, des enfants de Maxence. Il a dit Yai Paris. Les jours c'est magnifique. Oh, Sympa, ça aussi. aventure d'or et d'argent, de pierre et de moments brillants. Parure canon et responsable, Julie est inoubliable. Non, j'aime bien, c'est sympa aussi. La première est peut-être Ouais. plus entraînante, plus grand public. J'ai écouté tes styles Insta aussi. Elle s'appelle Julie, son cœur brille à Paris. Elle vit chaque jour avec passion. En vrai, on va les mettre dans toutes. Hein. l'amour. Tu peux. On va entendre Faire Julie une à playlist. Lille sur la grande place. Savoir-faire et valeur. Ça, c'est mignon Ces aussi pour une bijoux boutique. nous Hein. font craquer. Ça te donne envie de flâner. Présent à partager. Yay, Paris. Bon, moi, je trouve que la première, ça fait tube de l'été, c'est sympa. Après, je crois que la troisième, c'était un peu plus chill. Ouais. La C'était troisième, bien c'était aussi. celle-là. Et celle-là. Ouais, ça, c'était un peu chill, sympa. Elle s'appelle Julie, son cœur brille à Paris. Ah oui, c'était sympa aussi. Bah, c'est bien qu'il y ait un petit peu d'ambiance, tu vois. T'as beaucoup de boutiques qui mettent. Enfin, toutes les boutiques ne mettent pas de musique. Mais t'as des boutiques qui mettent une musique bien énergisante. Et du coup, c'est plein d'énergie quand t'es en boutique. Et, Ça fait partie je du n'ai marketing sensoriel. Hein. J'ai pas fait d'études sur ça, parce que je rêve d'avoir des études sur l'influence sur les ventes là-dessus. Mais il n'y a pas assez de data. Mais je suis persuadé que ça a un rôle, tu vois, jouer sur la bonne humeur et tout, l'ambiance. Tu vois, ça Bah apporte oui. le sourire. Ouais. Non, moi, il y a des recos sur l'ambiance sonore de nos boutiques. On n'a pas créé pour comme toi de musique. Mais dès que je rentre dans une boutique, s'il n'y a pas la musique, ça me choque, ouais. J'en profite pour écouter aussi celle-là. Ouais, je suis d'accord, ça manque un peu. Et d'ailleurs, on a un gros challenge parce qu'il faut pas que ça fasse cacophonique. Et du coup, on va avoir des réglages vraiment sonores comme dans un musée avec beaucoup de précision. Mais du coup, la première et la troisième, et puis il y avait celle-là, hein, c'est ça? Attends, je reprends. C'était celle-là la dernière? Ouais. Oui, ça, c'est sympa aussi. Ouais. Elle s'appelle Julie. Et ben, ce que je te propose, c'est qu'on va tester les trois dans la boutique. Allez, Et puis, on tiendra au courant. Et puis, on demandera aux gens ce qu'ils préfèrent aussi. Dans la boutique, on essaiera de leur faire écouter. On va faire des petits jeux là-dessus. on s'en est pas parlé, mais on travaille aussi avec la Fabrique Nomade, nous, pour justement nos pics de production. Je sais pas si vous connaissez. J'en ai entendu parler, mais c'est effectivement une fabrique responsable qui fait travailler des jeunes ou des ESAT, c'est ça? Non, nous, c'est des réfugiés. En fait, réfugiés. leur principe, c'est de dire on va réinsérer dans le milieu professionnel des réfugiés qui ont une compétence forte sur de l'artisanat. Donc, ils prennent uniquement des personnes qui ont au minimum 8 ans d'expérience en tant qu'artisans dans leur pays. Et en fait, au lieu de les réinsérer sur des métiers
faible valeur pour ce type de personnes, et ben on les accompagne pendant 1 an pour leur apprendre le français et les codes un peu de la qualité sur les métiers comme brodeur, bijoutier, maroquinier, etc. Donc les codes français de la qualité. Et on les place dans des entreprises. Donc nous, on a déjà recruté donc là une réfugiée ukrainienne dans notre atelier. Et en plus, en période de pic, on fait travailler chez eux, donc sans les avoir recrutés, mais en sous-traitance, quoi. On leur fait travailler 5 bijoutiers. Là, par exemple, cet été, il y a 5 bijoutiers qui ont travaillé sur notre prod pour nous aider, quoi, à justement faire matcher la demande et la capacité. Génial. Et du coup, c'est notre partenaire unique et officiel. Sinon, on fait 0 sous-traitance, mais avec eux, oui, parce qu'on sait que voilà, ils nous connaissent bien, on se connaît bien, c'est bien. Voilà. Génial. Ils sont bien formés. Donc, c'est cool. Encore une histoire qu'on ne voit pas quand on voit juste les bijoux. Non, puis on n'a jamais communiqué là-dessus, donc voilà, j'en profite. C'est génial. Bah écoute, c'est un détail qui a toute son importance, parce que je pense que le point commun entre toi, ce qu'on essaye de faire et tous les autres marques du collectif, c'est cette volonté de faire différemment et d'essayer de le faire mieux. Mieux, et puis de profiter aussi d'avoir un business pour un peu créer un monde dans lequel on est à l'aise d'un point de vue valeur et tout ça. Donc voilà, c'est cool. Pour nos enfants, c'est important. Ça va être la fin de ce podcast incroyable. Merci à toi, Julie, pour ce bon moment qu'on a passé ensemble. On te souhaite plein de bonnes choses et un bel été. Un bel été et un très beau développement pour Yaï qui mérite d'aller dans les étoiles. On souhaite tout ça pour Yaï, ouais. Merci à vous, et puis on se tient au courant de toute façon pour septembre, et bravo pour votre projet. J'espère aussi que ça va cartonner. Eh ben, merci. C'était Julie Terranova de Yaï Paris sur Stories avec Mélanie et Max. Allez, salut tout le monde. Prochain épisode. Salut. Au revoir. Salut. Et clouc.